auquel vous pouvez participer avec direct@rcf.fr et direct@radionotre-dame.com. Le débat du jour qui va s'intéresser à l'actualité internationale. En premier lieu, on ira du côté d'Istanbul, dans un instant où Russes et Ukrainiens sont attendus pour leur premier pourparlers depuis 2022. Avec, je le disais à l'instant, Antoine Colonna, rédacteur en chef du Spectacle du Monde. Bonjour Antoine. Bonjour Louis. Et Philippe Guibert, essayiste, ancien directeur du service d'information du gouvernement. Bonjour Philippe. Bonjour Louis. Merci à tous les deux donc d'avoir accepté cette invitation. Et puis on attend beaucoup de vos éclairages sur cette actualité internationale un peu... Alors je dis pas forcément confuse, mais c'est toujours difficile d'expliquer les choses quand elles prennent une tournure diplomatique peut-être un petit peu complexe, parce que les choses se déroulent en Turquie, où les délégations russes et ukrainiennes sont attendues à Istanbul pour y mener leur premier pourparlers direct depuis le printemps 2022. Ce n'est pas rien, bien que les modalités de cette rencontre à laquelle le président russe Vladimir Poutine a refusé de participer restent peu claires à ce stade. Qu'en savez-vous, Antoine Colonna, d'ailleurs, de ce qui va se passer aujourd'hui ? Écoutez, qu'est-ce qu'on en sait ? On n'en sait rien encore, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes. Le premier problème diplomatique, c'est sans doute la confiance entre les délégations qui se rencontrent. Et évidemment, les Russes et les Ukrainiens ne se font pas confiance. Et c'est un petit exploit d'arriver à les remettre autour de la table. C'est un exploit qui est dû aux pressions américaines et à la capacité aussi des Turcs qui ont gardé une équidistance entre Moscou et Kiev pour pouvoir réouvrir, puisqu'on se souvient, vous en avez parlé en introduction de 2022, c'était aussi à Istanbul, d'où le nom de format Istanbul, que les deux parties s'étaient rencontrées, et ils avaient pas mal avancé sur une négociation de paix qui semblait à peu près acceptable à Kiev et à Moscou, et qui aurait permis d'éviter les 3 ans de guerre dans lesquels nous sommes maintenant gravement enlisés. Donc, évidemment, l'enjeu aujourd'hui, c'est ça. L'enjeu principal, c'est ça, mais il y a évidemment plein d'enjeux connexes. Que font les Européens, puisque la réunion ne se tient pas en Europe, elle se tient à Istanbul. Donc... là, justement, pourquoi en Turquie d'ailleurs ? Pourquoi la Turquie a-t-elle la main là-dessus ? Comme on l'a expliqué, c'est-à-dire qu'il y a une bonne relation entre les Russes, les Ukrainiens et les Américains avec les Turcs. Donc ça fait des Turcs un partenaire tout à fait respecté et tout à fait écouté. Et j'ajoute encore que dans la séquence qu'on vient, et on va en parler sans doute un peu plus, le voyage de Trump au Proche-Orient, absolument. Voilà, il a été en Arabie Saoudite et au Qatar, etc. Il a ramené des contrats mirifiques, plusieurs milliards de dollars, 800 milliards pour l'Arabie Saoudite, 200 pour le Qatar, enfin c'est considérable. Et évidemment, il a levé les sanctions, c'est pas évident du tout, mais il a levé les sanctions sur la Syrie. Et c'est une aubaine pour les Turcs, puisque les Turcs reprennent la main en Syrie. Philippe Guibert. Oui, c'est une réunion qui se place sous l'égide de deux grands absents. Le premier est Vladimir Poutine, qui a confirmé qu'il ne viendrait pas, ce qui est un choix politique important, me semble-t-il, puisque Zelensky, d'une certaine manière, l'avait presque provoqué pour qu'il se rende à Istanbul. Il a refusé. Et puis le deuxième absent, c'est Donald Trump. Or, on sait très bien que dans ce jeu de négociations extrêmement complexe, la position de Trump est tout à fait essentielle. C'est lui qui a le pouvoir d'arrêter ou de poursuivre l'aide à l'Ukraine. L'absence de Poutine me semble un élément important, dans la mesure où moi j'ai la conviction que Poutine pense que son système de pouvoir ne marche qu'à la guerre, et qu'il a besoin de la guerre d'une certaine manière pour tenir la Russie. C'était l'analyse que développait Dampoli dans son Mage du Kremlin, qui était un livre tout de même marquant, en disant finalement ce système poutinien ne fonctionne qu'au conflit et qu'à la guerre, ne fonctionne qu'à la mobilisation contre l'adversaire, en jouant de la psychologie russe qui se sent toujours encerclée par l'Occident. Ça a toujours été vrai, parce qu'il a tenu le pays sans faire la guerre avant 2022 pendant une vingtaine d'années quand même. Il y a eu la Géorgie, il y a eu la guerre interne avec la Tchétchénie. Des petites guerres, va-t-on dire, avec des guillemets. Oui, mais enfin, il a toujours fonctionné à la violence. Et je crois que, compte tenu des difficultés russes, économiques et sociales, la guerre est dans la logique de son système. Et donc, pour lui, c'est un choix important, parce qu'il n'a jamais été en position aussi favorable depuis l'élection de Trump. Il n'a jamais été en position de négociation aussi favorable. D'ailleurs, on a beaucoup reproché à Trump, au départ, d'avoir pratiquement tout donné à Poutine, avant même qu'ouvrent les négociations. Donc, cette absence de Poutine me semble un élément important. Quant à Trump,
et que vous le soulignez à l'instant, il arrive d'une tournée au Moyen-Orient où il a pris des décisions. Trump est imprévisible, mais enfin, c'est vrai que la rencontre avec le nouveau dirigeant syrien, couplé à la levée des sanctions, est une décision qui a été une surprise à ce point-là. Et donc, on sent très bien que Trump est en deal profond avec la Turquie, pour la raison que vous avez dite, et aussi avec les autres puissances sunnites, à commencer par l'Arabie saoudite. Et donc, dans tout ça, on voit que Trump est capable de mettre la pression. Au Moyen-Orient, indirectement, il met une grosse pression sur Netanyahou, en ayant fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en reconnaissant le nouveau pouvoir syrien, en levant les sanctions, en disant on deal avec l'Arabie saoudite qui, en l'invitant à rejoindre les fameux accords d'Abraham, on sait très bien que l'Arabie saoudite ne signera les accords d'Abraham que s'il y a une solution politique qui se dégage pour les Palestiniens. Or, la solution politique pour les Palestiniens, c'est bien ce qui bloque avec le gouvernement Netanyahou. Donc, indirectement, il a mis cette pression sur le gouvernement israélien. Accessoirement, mais c'est pas du tout accessoire sur le plan humain, il y a un otage israélo-américain qui a été libéré dans une négociation directe entre Trump et le Hamas. Là aussi, il a contourné le gouvernement israélien. Donc tout ça pour dire que Trump est capable d'initiative. On pensait qu'il était un soutien, selon la formule inconditionnelle du gouvernement israélien. On voit que là, c'est peut-être pas aussi simple. C'est votre avis, Antoine? Allez-y, Philippe, et puis on demandera l'avis d'Antoine. On pense que Trump est un soutien inconditionnel, entre guillemets, de Poutine. Je demande à voir. Oui, Trump n'est pas un soutien inconditionnel de personne. Je pense qu'il est sans doute un soutien inconditionnel, pour répondre aux 2 points, d'Israël. Et Israël n'est pas forcément toujours Benjamin Netanyahou. Il peut y avoir d'autres nuances. Et puis, il est sans doute aussi un soutien inconditionnel de la paix. Parce que personnellement, je pense qu'il a cette envie qu'il y ait une paix comme le pape Léon XIV, on en parlera plus tard, mais aussi pour les affaires, parce que absolument. Cette guerre empêche le grand rêve de Trump, que les Américains n'ont pas réussi à accomplir depuis la fin de l'Union soviétique, c'est de rétablir des relations économiques avec la Russie. Et ils ont essayé de prendre des marchés de gaz, de pétrole, de minerais, qui sont fondamentaux pour le XXIe siècle. Ils n'ont pas réussi. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé quand la Russie était faible, dans les années 90, par la corruption. Il s'est passé beaucoup de choses, ce qui a beaucoup marqué l'esprit des Russes. Absolument. Ils sont pas très heureux du comportement occidental. Ils ont aussi des torts, mais les torts sont à ce niveau partagé. Ils ont essayé ensuite avec d'autres moyens. Ils n'ont pas réussi. Le problème aujourd'hui des Américains, leur véritable concurrent, tout le monde le sait, c'est la Chine. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine met fin à la fameuse doctrine Kissinger, qui était d'enfoncer un coin entre la Chine et l'Union soviétique. Donc le pauvre Kissinger doit se retourner dans sa tombe, puisqu'il voit qu'aujourd'hui, Xi était le 9 mai pour la parade à Moscou, qui est une réussite diplomatique, plus de 40 pays représentés, tout le Sud global était là. Donc, il y a cette question de savoir comment est-ce que, à moyen terme, on va dire, les États-Unis peuvent reprendre langue d'une manière intelligente avec les Russes. C'est ça le point, je pense, qui est important. Et le fait qu'il n'aille pas à Istanbul, comment l'interprétez-vous? Alors, ça c'est aussi très important. Du côté de la partie russe, il y a un formalisme qui est très important. Vous regardez dans toute la littérature russe, et ça compte, c'est paradoxal peut-être quand on parle de ce qui se passe aujourd'hui, le fonctionnaire, le clerc de notaire, etc., est un personnage fondamental. Vous n'allez pas en Russie sans tamponner des cachets, des machins, ça n'existe pas. Et si vous avez une feuille sans tampon, elle vaut rien. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que Zelensky, selon la constitution ukrainienne, n'est plus président. Donc signer quelque chose avec Zelensky n'a aucune valeur juridique en droit ukrainien. Donc Poutine dit, alors il est peut-être de mauvaise foi, mais en tout cas il en tire un argument qui marque en tout cas dans l'opinion russe. Il dit, si je négocie avec Zelensky à Istanbul et qu'on signe n'importe quel accord, le Parlement ukrainien peut le dénoncer à la faveur de n'importe quelle élection. C'est-à-dire qu'on change la situation sur le terrain, mais les juristes reviennent par derrière, le législateur revient par derrière, et pour une raison ou une autre, annule tout. Donc, parmi les raisons qui sont invoquées côté russe, il y a simplement cette idée de venir à Istanbul, sans préalable aux négociations, et de se remettre autour d'une table et de commencer à parler.
Là, j'aurais peut-être Alors, Philippe Guibert, et puis peut-être une précision, parce que quand vous dites il n'est plus président, en vertu de quoi? Parce que son mandat a expiré. Et donc, normalement, selon la Constitution, il doit y avoir une réélection. Oui. Et évidemment, c'est la guerre et c'est compliqué d'en faire une. Il est prévu aussi quand dans les... Alors, attendez, votre micro n'est pas ouvert. Dans la Constitution ukrainienne, il est prévu aussi qu'en cas de guerre, les élections sont repoussées. Enfin, on n'imagine pas qu'il puisse y avoir des élections. Je pense pas que ce soit constitutionnel. Mais peu importe, le fait de faire une élection est quasiment impossible aujourd'hui. Est quasiment impossible aujourd'hui. Et Zelensky a une popularité à 70%. Et donc... ça dépend des études, mais... Enfin, il a une popularité nettement majoritaire, en tout cas. Il y a une majorité. Et il a le soutien quand même de l'essentiel de l'Ukraine. Et personne ne le considère comme illégitime. Je pense que derrière la décision de Poutine, il n'y a pas que des arguties juridiques. Il y a une volonté de ne pas légitimer Zelensky. Et il y a aussi le refus parce que le préalable était un cessez-le-feu. Le préalable qui était demandé était un cessez-le-feu. Et que Poutine, pour l'instant, n'a jamais respecté un cessez-le-feu. Donc... encore une fois, oui, la courte trêve qu'il a faite pour Pâques a été vraiment très très courte. Pour Pâques et pour la fête de la victoire aux alentours du 7-9 mai, où il y a eu une petite bagarre entre, là pour le coup, Chinois et Ukrainiens, puisque Zelensky a commencé par menacer de perturber, et ils ont envoyé des drones vers Moscou pour empêcher les Chinois d'arriver. Enfin voilà. Et il a fini par se calmer, mais ça a été une séquence aussi diplomatique importante. Donc il y a eu 2 cessez-le-feu. La position des Russes sur la question du cessez-le-feu, c'est de dire si c'est juste pour que les Ukrainiens se remettent en place et qu'on recommence dans un mois, c'est pas très intelligent. D'autant plus que ce qui s'est déjà passé... les Ukrainiens se remettent en place. Après les accords de Minsk. Ils sont quand même... sur le terrain, l'armée russe a un avantage. Justement, c'est cet avantage qu'ils ne veulent pas perdre. Mais il est évident que Poutine, pour l'instant, ne semble pas, on verra si ça change, ne semble pas dans un état d'esprit d'arrêter la guerre et de négocier vraiment. Il pousse son avantage au maximum. Et je continue de penser que c'est aussi pour des raisons politiques intérieures, de stabilité, de légitimité du pouvoir. Complexe parce que la Russie a gagné finalement, c'est vrai, beaucoup dans cette guerre. Elle s'est complètement arrimée au monde du Sud global. Tout à fait. Elle a fait une rupture avec le monde occidental, et c'est dans la tradition politique russe. C'est l'aigle bicéphale, il y en a un qui regarde vers l'Est et l'autre vers l'Ouest. Et vous avez cette histoire qui est très ancienne. Mais malgré tout, dans les sphères économiques russes, même si la situation est stable, il y a quand même une usure et il y a une volonté, pas une volonté, mais une aspiration quand même à ce que cette guerre s'arrête, d'autant plus que pour les Russes, les Ukrainiens sont leurs cousins. Oui, et toutes les familles. Non, mais c'est une réalité humaine, si vous voulez. Je sais, il y a beaucoup de familles russo-ukrainiennes. Oui, les sangs sont très mêlés. Y compris dans les cercles de pouvoir à Moscou, où les gens sont sincèrement malheureux de cette situation. Pour eux, ils voient ça plus comme une guerre civile qu'une guerre d'une agression d'un pays étranger avec lequel il n'y a aucun lien. Donc il y a aussi l'aspect, si vous voulez, psychologique qui joue, et ça compte. Vous estimez allez-y Philippe, puis je poserai ma question juste après. Le paradoxe, c'est que c'est une forme de guerre civile. Viens devant le micro, s'il vous plaît. C'est une forme de guerre civile, mais qui aura donné comme jamais une conscience nationale à l'Ukraine. Et que, d'une certaine manière, c'était un pays divisé pour plein de raisons religieuses, politiques, dans un rapport très complexe à la Russie, et que, paradoxalement, c'est cette guerre qui aura donné peut-être le plus de conscience nationale à l'Ukraine. Vous estimez que l'Occident, enfin les États-Unis, ont plus intérêt à renouer avec la Russie que la Russie n'a intérêt à se rapprocher de l'Occident? En fait, l'attitude de Vladimir Poutine a un petit peu désarçonné l'Occident, qui s'attendait en fait à plus de bienveillance à l'égard de Donald Trump, peut-être, et que finalement le fait que Vladimir Poutine veuille poursuivre la guerre, ça veut dire que c'est pas forcément son intérêt de l'arrêter. Poutine a des intérêts, je dirais, ambigus, c'est-à-dire que si ça continue encore un peu, finalement il gagne, et d'ailleurs il gagne du territoire ukrainien, c'est-à-dire que chaque jour qui passe, si un jour il arrive à Odessa, il prendra Odessa. Donc la mer Noire sera perdue pour les Ukrainiens. C'est très dire toute l'indépendance de l'Ukraine et la fiabilité de l'Ukraine. Et l'État ukrainien, etc., qui sera ramené 300 ans ou 400 ans en arrière. Donc aujourd'hui, c'est sûr que Poutine, c'est aussi la pierre d'angle d'un système russe. C'est-à-dire qu'il y a des faucons en Russie qui disent Poutine, mais c'est un rigolo. C'est un centriste. Pourquoi? Voilà, c'est ça. Pourquoi il attaque pas pour de vrai?
Pourquoi est-ce qu'il met pas tous les bombardiers? Pourquoi est-ce qu'il Pourquoi il fait pas des tapis de bombes comme on en a vu en Irak ou ailleurs? Donc lui aussi, il doit faire attention à pas se tromper de séquence, pas se tromper de moment. Vous me rejoignez sur le fait Philippe que Guibert. le système russe fonctionne à l'agressivité. Le système de pouvoir russe fonctionne à l'agressivité. Non, il y a un équilibre, c'est-à-dire que vous avez des gens qui, pour plein de raisons, veulent que ça s'arrête, des raisons économiques, des raisons personnelles, des raisons historiques, des raisons morales, et des gens qui disent il faut aller jusqu'à Kiev tout de suite. Oui. Mais de ce point de vue-là, Poutine est la pierre d'angle du système. Dans la relation entre Trump et Poutine, il y a eu un événement tragique. C'est le jour où des quartiers de civils ukrainiens ont été bombardés. C'était il y a quelques semaines. Et où là, Trump a été... c'est le moment où le discours de Trump a un petit peu changé vis-à-vis de la Russie. Oui, c'est durci. Poutine. C'est durci parce qu'il a considéré qu'il n'y avait aucune nécessité de bombarder des quartiers d'habitants de Kiev, et que ce bombardement a été interprété par Trump, peut-être pas à tort, comme le fait que Poutine ne voulait pas négocier. Est-ce que Trump a le sentiment que Poutine se moque de lui? Il a lui-même posé cette question dans une de ses interventions sur les réseaux sociaux, en posant la question: est-ce qu'il me balade? Il est impatient, Trump. Et il s'était donné une centaine de jours et on a dépensé les 100 jours. Donc il a aussi une question de crédibilité personnelle, sachant que Trump est un personnage où il faut qu'à chaque fois il sorte vainqueur. C'est ça. Trump n'est jamais dans le compromis. Il faut qu'il soit le plus grand président américain, le maître du monde, et que cette dimension personnelle, d'ego personnel, est tout de même importante dans la psychologie du Pour personnage. l'instant, Poutine le laisse dans la salle d'attente, quoi. Exactement. Exact. C'est un petit peu humiliant pour lui. Absolument. À voir, est-ce qu'à Istanbul, il peut se dénouer quelque chose? Est-ce qu'on peut, dans les heures qui viennent, les jours qui viennent, espérer une évolution décisive? Ça semble un petit peu compliqué. Si vous regardez les gens qui sont autour de la table, la délégation ukrainienne est à peu près à son maximum. Ouais. Zelensky ne sera pas à la table de négociation, mais il est à Istanbul. Côté russe, vous avez une délégation importante de bons connaisseurs, mais elle n'est pas non plus du plus haut niveau possible. C'est-à-dire que vous n'avez pas Lavrov, évidemment, on l'a dit, vous n'avez pas Poutine. Vous avez quelqu'un qui compte, qui est Medinsky, qui est un proche de Poutine, qui était déjà là en 2022. Donc il connaît bien le schéma, à quoi on peut avancer. Donc à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Est-ce que ce sont les Turcs qui vont réussir à pousser? Vous avez raison, les Turcs jouent un rôle important. On va voir ce qui se passe. En tout cas, c'est plutôt une équipe B qu'une équipe A qui se retrouve à Istanbul. Mais l'équipe B peu probable préparer le match de l'équipe A. Et d'ailleurs, en c'est ça. diplomatie, c'est comme ça qu'on fait. Antoine Colonna, Philippe Guibert, on se retrouve juste après les infos. Philippe, ainsi qu'Antoine, autour de l'actualité internationale ce matin dans le débat du jour, après les infos. En quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu. Qu'elle soit amicale, familiale ou conjugale, la trahison fait toujours l'effet d'un coup de poignard. Comment refaire confiance quand on a été trahi? C'est tout simplement la question que je poserai à mes invités ce jeudi à 17h dans En quête de sens. Tous en scène avec l'Académie du Palais Royal. 300 chanteurs et instrumentistes dirigés par Jean-Philippe Sarcos vous feront redécouvrir les musiques de films parmi les plus emblématiques. d'Ennio Morricone dans Mission, à John Williams dans Star Wars, en passant par Le Seigneur des Anneaux d'Howard Shore, mais aussi le grandiose final de la 9e symphonie de Beethoven dans L'Orange mécanique de Kubrick. Rendez-vous les jeudis 22 mai et 5 juin à 21h au Cirque d'Hiver. Billetterie à partir de 10 € sur académie-2-musique.com. Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, à Paris dans le 14e ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup. Radio Notre-Dame, restez avec nous. – 9h30, Cécile Mérieux pour les infos. Bonjour Cécile. Bonjour. Russes et Ukrainiens se retrouvent face à face à Istanbul. C'est leur premier pourparlers depuis le printemps 2022. Mais ils se dérouleront finalement sans Vladimir Poutine ni Donald Trump qui ont refusé de participer.
À Gaza, la défense civile palestinienne a recensé hier au moins 80 Palestiniens tués dans des frappes israéliennes et plus d'une trentaine encore ce matin. La diplomatie américaine faisait, elle, état d'avancées dans les efforts de médiation en cours en marge d'une tournée régionale de Donald Trump. Le président américain qui a rencontré hier le président syrien islamiste Ahmad al-Shareh à Riyad, il a annoncé une levée des sanctions contre la Syrie, un changement de cap majeur pour les États-Unis. Le président américain a réclamé à son homologue de normaliser les relations avec Israël. Donald Trump est aujourd'hui aux Émirats arabes unis, étape finale de sa tournée dans le Golfe. En France, les débats sur la fin de vie se poursuivent. Hier, les députés ont rejeté un article visant à renforcer la formation aux soins palliatifs qui aurait permis de créer un diplôme d'études spécialisées en médecine palliative et en soins d'accompagnement. En cause, un amendement d'un député macroniste adopté. Il modifiait le nom du diplôme en y ajoutant la mention d'aide à mourir. François Bayrou, auditionné dans l'affaire Betaram hier par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Une audition qui a duré 5h30 et que François Bayrou a qualifiée de moment libérateur. Le Premier ministre a rejeté en bloc les accusations de mensonge ou d'intervention auprès de la justice dans l'affaire des violences physiques et sexuelles du collège-lycée privé béarnais. Après avoir entendu témoins, victimes et anciens ministres, les membres de la commission parlementaire rendront leurs conclusions fin juin. Et enfin, 3e journée de festival à Cannes. Ce soir, le tapis rouge est déroulé en l'honneur des films sélectionnés, mais aussi pour Fatima Assouna. Un hommage rendu à la photographe palestinienne tuée par un missile israélien à Gaza le 16 avril. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. En présence d'Antoine Colonna, Spectacle du Monde, Philippe Guibert, essayiste. Je voulais vous poser une question parce que il y a les sanctions donc, qui sont levées sur la Syrie, ce qui est énorme comme nouvelle pour la population syrienne qui vit vraiment des heures extrêmement difficiles. Emmanuel Macron a reçu le président islamiste syrien à l'Élysée, ce qui a suscité quand même quelques réactions troublées, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que c'était utile qu'il le reçût dans la mesure où le sort de la Syrie, apparemment, est entre les mains du président américain? Ça ne se joue pas à l'Élysée. À quoi ça a servi? Ça a servi à la France pour qu'elle obtienne des contrats, c'est ça? Emmanuel Macron a pris une décision courageuse, là, parce qu'il y a évidemment eu des polémiques et des critiques à l'égard de cette décision, mais on voit bien justement, et peut-être avait-il cette information que Trump cherchait à se rapprocher dans le jeu avec les puissances sunnites, à se rapprocher de la Syrie, de faire en sorte que la France soit bien présente en Syrie. Donc il fallait placer ses pions, quoi. Il fallait passer ses pions, à mon avis, d'autant plus que les relations sont historiques quand même entre la France et la Syrie, avec le Liban. La réelle politique, et comme vous le disiez, évidemment, le Liban aussi, parce que la fin des sanctions sur la Syrie, c'est un ballon d'oxygène sur le Liban. Parce bien sûr. La moitié quasiment des gens qui vivent au Liban aujourd'hui sont des réfugiés syriens. Bien sûr. Donc ça va peut-être leur permettre de pouvoir retourner chez eux, ce qui est quand même merveilleux, et de libérer le Liban d'un poids dont il n'a vraiment pas besoin. Il y a de gros contrats sur le pétrole, sur notamment les infrastructures, CMA, CGM en particulier, etc. Il y a de gros contrats en vue pour faire une sortie par le Liban. Pour la Syrie, oui. Pour la Syrie, je l'ignore. En revanche, les Turcs, oui, sont présents. Et ils viennent de signer avec le régime de Damas tout ce qu'il faut comme il est bien clair que la puissance dominante en Syrie aujourd'hui est la Turquie. Absolument. C'est la Turquie qui a armé et organisé la prise de pouvoir et le renversement de Assad. Et donc je trouve que la France a raison de vouloir rester présente et de vouloir nouer des relations avec ce nouveau pouvoir. Il est évident qu'il y a une prise de risque derrière tout ça, mais Trump aussi prend un risque. Il est évident que ce qui s'est passé avec des massacres de populations proches ou de groupes de populations proches de l'ancien régime a été une tragédie, et évidemment. Mais on peut constater que Trump et Macron, qui n'ont pas forcément la même approche sur tous les sujets, loin de là, ont quand même le même réflexe de se dire il faut qu'on donne une chance à la Syrie, et il faut qu'on soit présent en Syrie et avec les Syriens. Alors, dans ce contexte, le pape Léon XIV a remercié les chrétiens d'Orient, orientaux et latins, qui surtout au Moyen-Orient persévèrent et résistent sur leurs terres, plus fort que la tentation d'abandonner ces terres. Est-ce que ça veut dire que dans le contexte que l'on connaît, et l'évolution peut-être favorable de ces régions, ou de cette région en tout cas pour parler de la Syrie et du Liban, est-ce que le pape, qui veut se placer en médiateur
face au conflit du monde entier, une sorte de médiation universelle, ce que l'Église catholique sait faire, mais là qu'il affirme au tout début de son pontificat. Comment est-ce que vous interprétez ces paroles sur le Proche-Orient et les chrétiens d'Orient, et puis sa position de médiateur universel? Philippe Guébert, Antoine Colonna. Antoine? C'est là où, effectivement, non seulement le pape est parfaitement dans son rôle de demander la paix, c'était sa première intervention, sa première messe. Il a été très clair là-dessus. Et c'est là où on voit que la réelle politique et le discours de l'évangile peuvent se mêler. C'est-à-dire que si vous venez dans un pays avec juste de la réelle politique, on va faire du business, du gaz, du pétrole, peut-être ce que fait Trump, c'est insuffisant. Si vous faites de la réelle politique parce que vous constatez qu'il n'y a pas d'autre choix, que maintenant vous avez un dictateur qui n'est pas votre tasse de thé, mais il est là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va redéclencher une guerre, bombarder la Syrie, envoyer des troupes? On n'en a pas les moyens. Donc, et puis c'est pas forcément c'est pas forcément une très bonne idée, mais même si c'était une bonne idée, on n'en a pas les moyens. On a dans un tas de faiblesses qui nous en empêchent. Donc, négocier avec ces gens pour les amener progressivement, c'est ça la diplomatie. On fait pas de la diplomatie que les gens qu'on aime. Non. Justement, on fait la diplomatie. Exactement, voilà. Ce qu'a dit Emmanuel Macron d'ailleurs pour se défendre des accusations qui étaient portées contre lui. Tout à fait. Et quant au pape, voilà, c'est à lui maintenant de voir, le pape américain d'ailleurs, de voir ce qu'il peut jouer avec Trump. Via Chicago. On peut imaginer un tandem là entre le Trumpisme. Tandem avec Trump, je ne sais pas si c'est possible. Ce n'est pas simple parce qu'il se positionne quand même quand il parle de médiation universelle. Ça veut dire qu'il endosse quasiment on dit les États-Unis gendarmes du monde, etc. Mais est-ce que le pape américain sera un gendarme spirituel du monde? Est-ce qu'il se pose dans cette situation-là? Oui, mais je trouve que ces paroles sont particulièrement bienvenues dans la mesure où les conflits dont on parle, que ce soit en Ukraine ou au Moyen-Orient, la dimension religieuse et spirituelle, enfin religieuse, est particulièrement décisive. Elle est évidente à Gaza et dans le Moyen-Orient de manière générale, et elle est forte aussi entre l'Ukraine et la Russie. Il y a un arrière-fond religieux qui est loin d'être négligeable. Les religions attisent ou apaisent plutôt? Elles attisent. Ça dépend des fois. Non en l'occurrence, dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, l'Église orthodoxe de Russie a plutôt attisé le conflit, c'est le moins qu'on puisse dire, jusqu'à créer une rupture chez les orthodoxes. Côté ukrainien, c'était le cas aussi ou pas? En réponse au patriarcat de Moscou? Les deux, quand même, je pense, ont eu un rôle instrumentalisé par le pouvoir politique. Parce que l'Ukraine, je suis obligé de me faire l'avocat du diable à cause de vous. Je vous y pousse. Mais voilà. Je me garde le bon Dieu. Prenez le diable. Bravo, surtout sur cette antenne, dès le matin. Non, le pouvoir ukrainien, surtout Poroshenko avant Zelensky, a tout fait pour créer une église nationale. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il en avait besoin, ça se conçoit aussi. Mais du côté du Moyen-Orient, la dimension politico-religieuse était absolument importante. De quoi s'agit-il? Israël est entouré d'islamistes. À Gaza, le Hamas est un mouvement islamiste. Le Hezbollah en est un aussi, les Houthis aussi. Tout ça est religieux, politique. En Israël même, il y a une minorité, mais qui a un rôle important de soutien dans la majorité de Netanyahou, est aussi constituée de religieux. C'est un changement parce que si vous regardez la fin du XXe siècle, vous aviez des oppositions politiques et laïques. Et les partis arabes étaient laïques, c'était même social. C'est la grande transformation du Moyen-Orient. Plus largement du Moyen-Orient. Enfin, Clinton avait quand même bien vu ça. Quand même, mais on ne peut pas critique beaucoup, mais en fait, ce clergé islamiste, parce qu'on peut parler de clergé islamiste, même si dans le monde sunnite, il n'y en a pas de clergé. Donc c'est ça il n'y en a pas. Mais ça complique d'ailleurs les choses. On va dire des influenceurs dans ce cas, des sortes de parrains. Si vous voulez. Est-ce qu'on peut imaginer, puisque ça se passe à Istanbul pour l'Ukraine et la Russie, est-ce qu'on peut imaginer une sorte de un équivalent? Je sais qu'il y a eu beaucoup de tentatives et de processus de paix au Proche-Orient, mais finalement, on n'a pas le sentiment que le paramètre religieux ait tant que ça a été pris en compte, puisque là, je suis sur le sujet pape Léon XIV et paramètres religieux. On a senti que ça reste très politique, ethnique, identitaire, ce que vous voulez, mais que la religion, en fait, elle attise et c'est tout. La grande force du Vatican, c'est que le Vatican et l'Église catholique est présente partout. Elle est présente aussi bien à Jérusalem qu'à Gaza. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'institutions qui peuvent. On peut le souligner, il y avait un papabilé extraordinaire, enfin, Monseigneur Pizzabella, voilà, qui avait proposé d'être échangé contre les otages israéliens. Oui. Et ça, c'est quel exemple? Enfin, je veux dire.
Et ça pose l'Église à une bonne place. Non, dans cette mission de médiation, universelle ou pas, mais enfin en tout cas de médiation dans les grands conflits qui nous concernent le plus directement, nous, Européens et Français, je trouve que le Vatican, oui, peut jouer vraiment un rôle très, très intéressant. D'être aussi présent à Jérusalem qu'à Gaza permet de discuter avec tout le monde. Vous le voyez, ce pape Léon XIV, Philippe Guibert et Antoine Colonna, vous le voyez comme pardonnez-moi de vous resservir un plat qui est peut-être un petit peu refroidi, mais vous le voyez comme un concurrent, un contre-pouvoir ou un allié de ce que Donald Trump va faire ou fait déjà à l'échelle internationale. Tout dépend de la relation qu'ils vont construire ensemble, évidemment. Ouais. Ils peuvent être tout à fait alliés. Ils ne sont pas antinomiques sur le fond. Je pense que, ils ne sont pas antinomiques sur le fond. Non, je pense que Trump... Et moi, je ne dirais jamais que Trump est imprévisible. Tout le temps, on dit ouais, Trump est imprévisible, c'est terrible ce qu'il va faire. Non, il est très prévisible. Il regarde où est l'intérêt financier des États-Unis. Ouais, c'est vrai. À chaque fois. Il peut se tromper. Oui. Certaines mauvaises langues disent que parfois il se trompe pour faire des délits d'initiés, mais ça, c'est les gens très très méchants qui disent des choses pareilles. Ouais, très mauvais esprit, très méchant, très mauvais esprit. Ça n'empêche pas. Que la famille Trump puisse s'enrichir dans tout ça, vraiment est une idée qui viendra à la personne de bon esprit. Comment on peut opposer ça? Mais voilà, il n'est pas du tout imprévisible. Il faut suivre le juste. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est l'intérêt financier des États-Unis qui est la boussole de Trump. L'intérêt financier, l'intérêt énergétique des États-Unis, les deux étant évidemment liés. Et donc, alors, est-ce que le Vatican peut être concurrent de ça dans certaines circonstances? Oui. Mais encore une fois, personne aujourd'hui ne peut se passer d'un interlocuteur qui peut parler à tout le monde, qui est présent pratiquement partout. C'est un don et un avantage considérable pour la diplomatie vaticane d'avoir un réseau de présence, pour le coup, quasi universel. Et de pouvoir parler à... enfin, je veux dire, la présence chrétienne et catholique à Jérusalem est forte. Elle existe aussi à Gaza. Je trouve qu'on ne mesure pas, et je ne vois pas d'autres institutions, qui puissent avoir. Elle est d'autant plus forte qu'elle est plurielle d'une certaine manière, parce que vous avez évidemment le réseau diplomatique du Vatican que vous évoquiez, et il y a également Santé Dio, etc., qui a une diplomatie parallèle du Vatican. Et il y a évidemment beaucoup de renseignements qui transitent. Un pape qui veut savoir ce qui se passe dans le monde est l'une des meilleures personnes pour savoir. Un réseau d'information. Tous n'ont pas eu cette fibre. Et là, ce qu'on va découvrir, c'est est-ce que Léon XIV a envie de savoir. Visiblement, l'ambition de médiation est clairement revendiquée. Mais après, comment est-ce qu'il va l'articuler, sur quoi il va se poser, c'est ça ce qu'on va découvrir. Oui, ce n'est pas rien, parce qu'il a proposé sa médiation aux belligérants du monde entier. Et il l'a dit en recevant des représentants des 23 églises chrétiennes d'Orient, qui l'incitent à rester aussi, ce qui est quand même important. Est-ce que vous y voyez un geste un petit peu en rupture avec le pape François, qui avait ramené des familles au Vatican, des familles syriennes, justement, d'ailleurs aussi bien chrétiennes que musulmanes, qu'il l'avait ramené en Europe. Là, on semble avoir un discours qui est un petit peu à l'opposé. Je ne sais pas s'il faut l'interpréter comme ça, je vous pose la question, qui consiste à dire faites tout pour rester chez vous, non pas parce qu'on n'a pas envie que vous veniez, c'est pas ça, mais parce que vous entretenez le flambeau de la présence. Mais écoutez, il se trouve que j'étais à Jérusalem il y a une semaine, et je trouve que le discours du pape me semble une évidence, dans la présence des chrétiens d'Orient dans cette région, à Jérusalem en particulier, me semble une évidence. Et donc que le pape se batte pour que les chrétiens d'Orient restent, mais ça suppose des conditions politiques, parce qu'ils ont été parmi les premières victimes de cette mouvance islamiste qui a ravagé tout le monde arabo-musulman, et en particulier au Moyen-Orient. Mais donc ça suppose des conditions politiques. Donc si le pape a une politique, c'est pas un gros mot d'avoir une politique, de présence des chrétiens d'Orient, je trouve que c'est une excellente idée, et ça va de pair avec son rôle de médiation, pour créer des conditions politiques pour que les chrétiens d'Orient puissent rester sur place. Très émouvant d'avoir des chrétiens à Jérusalem et dans les pays alentours, et c'est très émouvant d'avoir des chrétiens à Gaza, même si l'église de Gaza souffre beaucoup. Donc oui, tout ça me paraît très cohérent avec la posture. Enfin, je pense que c'est plus qu'une posture, avec la volonté du pape, du nouveau pape, d'avoir ce rôle de médiation. Et parce que, par ailleurs, c'est pas pour critiquer son prédécesseur, mais si le but est de ramener tout le monde en Europe, ce n'est pas une solution.
Je trouve que ce n'est pas une solution, ni pour les chrétiens d'Orient en Orient, ni forcément pour les pays européens. Et donc je trouve que c'est une articulation entre sa volonté diplomatique et sa volonté de présence des chrétiens d'Orient qui me paraît parfaitement cohérente. Et aussi, le pape Léon XIV s'est engagé à renforcer le dialogue avec le peuple juif. C'est ce qu'il a dit parmi ses premiers messages, ce qui est quand même important, puisque oui, tout à fait. Il nous dit le grand rabbin de Rome donc assistera à l'inauguration du pontificat. Ça sera dimanche prochain, la messe inaugurale d'installation du nouveau pape. Est-ce que ça peut avoir une incidence sur les relations avec Israël et aussi la manière dont les chrétiens vivent en Israël, parce qu'Israël fait la vie dure aussi aux communautés chrétiennes, hein. Ce n'est pas si simple que ça non plus pour elles. Alors, il y a deux choses. Je pense qu'évidemment, cette présence sera un nouvel élément positif, parce que c'est pas nouveau, hein. Ça fait quand même au moins depuis Vatican II qu'il y a une grande réconciliation, je dirais plus que réconciliation, redécouverte des deux traditions. Et puis, alors, vous évoquez quelque chose qu'on entend parfois ici ou là vous avez cette expression, la vie dure des chrétiens en Israël. Je suis pas certain que le gouvernement israélien ait des politiques anti-chrétiennes. Au contraire, je pense qu'il y a une vraie liberté pour les chrétiens en Israël. Fiscalement, ils sont un petit peu pourchassés quand même. Voilà, il se passe des choses sur Jérusalem en particulier, à Jérusalem en particulier, où c'est surtout, en fait, on en revient à les visas aussi, les visas des religieux. Voilà, mais c'est des histoires de business. C'est des histoires de comment est-ce qu'on va gratter un parking en plus, etc. C'est ça ce qui joue beaucoup plus qu'une politique délibérée de persécution administrative. Les Israéliens et les Juifs de la diaspora se sentent très seuls aujourd'hui. Alors, dans ce sentiment de solitude, il y a une part de responsabilité du gouvernement israélien, mais il y a aussi le sentiment que ils ont vécu un moment très particulier où le pire carnage, le pire pogrom du 7 octobre de l'après-guerre, ils se sont retrouvés avec une moitié de la planète qui applaudissait quasiment, et en tout cas dans la région du Moyen-Orient, beaucoup de populations qui applaudissaient, et avec ensuite de vives critiques, parfois justifiées, de vives critiques qui étaient faites à leur réplique militaire à Gaza. Donc ils vivent une menace permanente. Vous avez des missiles outils qui sont lancés tous les 2-3 jours. Jusqu'à l'aéroport de Ben Gurion. Absolument, qui est à la veille stratégique, parce que si vous fermez Ben Gurion, vous étouffez le pays. Vous coupez le pays. Quasiment, il y a la voie maritime, mais la veille de mon arrivée à Ben Gurion, il y avait un missile qui était tombé en bordure de l'aéroport, et 2 jours après, il y avait un missile qui était au-dessus de Tel Aviv et qui a été intercepté par le dôme de fer, avec une alerte à Tel Aviv, et il y en a eu un 2 jours plus tard. Les Israéliens vivent dans une menace permanente. Ça ne justifie pas tout, qu'on soit bien d'accord. Ça ne justifie pas tout de ce que fait le gouvernement Netanyahou, et en particulier le fait d'avoir coupé l'aide humanitaire. Mais je trouve que là aussi, si l'Église catholique peut renouer le lien, le dialogue avec les diasporas et plus généralement avec le judaïsme, je ne crois pas que le dialogue d'ailleurs a été coupé, mais s'ils peuvent accentuer ce dialogue, je trouve que c'est une bonne chose, parce que les Juifs en Israël et ailleurs se sentent très seuls et sont victimes quand même d'une montée de l'antisémitisme qui est effrayant, qui est considérable. Et pas simplement en Occident. Et voilà, exactement, et en Europe en particulier, en France tout particulièrement. Ça risque, en tout cas, quand vous vivez dans la peur et que vous avez ce sentiment d'encerclement, la citadelle assiégée, c'est difficile aussi d'engager un dialogue. Absolument, vous avez tout à fait raison. Il faut aussi prendre en compte. Et là aussi, il y a des paramètres psychologiques, c'est-à-dire que on reproche beaucoup à Israël la fermeté de sa réponse, mais dans ce qu'ils appellent en hébreu la conceptia, qui est un mot transparent en français, il y a cette nécessité de détruire le mouvement terroriste du Hamas, qui a quand même pris des otages. En fait, pardon de rappeler cette évidence, mais le jour où ils rendent les otages, il n'y a plus une bombe qui tombe sur Gaza. Oui, enfin, avec le gouvernement Netanyahou, on n'est pas tout à fait sûr. Enfin, non, quand même. Mais l'opinion publique israélienne, c'est ce qu'elle attend. Il reste malheureusement une vingtaine d'otages. On ne sait pas combien sont encore vivants, mais il en reste au moins une vingtaine. Si le Hamas avait le moindre respect pour son propre peuple, il rendrait ses otages. Vous avez tout et à à fait ce moment-là, l'armée israélienne n'aurait plus aucune raison de bombarder comme elle le fait aujourd'hui. Pour témoigner de la complexité des Israéliens et de leur division, moi j'étais samedi dernier soir à la place des otages,
avec tout Tel Aviv, enfin une bonne partie de Tel Aviv qui confluait vers cette place des otages. C'est le lieu de départ des manifestations contre Netanyahou. Mais il est évident que la question des otages est centrale pour les Israéliens. Et vous avez raison de ce point de vue-là. Même si Netanyahou a dit « moi je continuerai la guerre quelle que soit la situation », ce qui me paraît une déclaration pour le moins... oui, la guerre contre le Hamas, mais évidemment, ce ne sera pas les mêmes proportions, ça ne sera pas le même... Oui. Alors, on parlait de la Poutine question tout à l'heure, mais c'est vrai otages, que la survie de Netanyahou, elle est aussi liée d'une certaine sa survie politique. Oui, elle est liée à la conduite de la guerre, parce absolument, parlementaire. Il y a effectivement, politiquement, on l'attend au tournant. Et puis, il va y avoir des commissions d'enquête parlementaires qui vont être déclenchées pour savoir comment est-ce qu'on a eu le 7 octobre. Et à la Knesset, il ne conserve une majorité qu'avec les partis les plus extrémistes. C'est le problème institutionnel majeur d'Israël, c'est d'avoir une proportionnelle avec un seuil d'accès à la Knesset de 1,25%. Et Israël paye très cher cette règle. Démocratie intégrale. Voilà, exactement. Allez, on va passer à un sujet national, si je puis dire, ou en tout cas, peut-être un petit sujet, hein, mais c'est un sujet politique qui a retenu notre attention ce matin. Pierre-Édouard Stérin, vous savez, l'insaisissable milliardaire qui veut faire gagner les droites en 2027 et qui a un projet qui s'appelle Périclès, du nom, bien sûr, du penseur grec, mais enfin, en fait, c'est un acronyme qui signifie autre chose, hein, chaque nom... définit en fait un engagement, et je cherche l'acronyme précisément, patriote, enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen, souverainiste. Voilà ce que veut dire Périclès. Ça fait quand même beaucoup de mots. Et donc, ça n'est pas que le stratège athénien, mais toujours est-il qu'il devait comparaître, venir devant une commission d'enquête parlementaire et qu'il ne s'y est pas rendu. Une commission d'enquête parlementaire qui est destinée à se pencher en fait sur la manière dont les candidats vont être sélectionnés pour les prochaines élections. Et le fait que Pierre-Édouard Stérin ne s'y rende pas est perçu comme étant une sorte de camouflet institutionnel qui est adressé donc au Parlement. Il a invoqué des questions de sécurité pour dire qu'il ne se déplaçait pas, faisant état de menaces de mort à son endroit. Alors, est-ce qu'on peut essayer de décrypter cette affaire? Qu'est-ce qu'elle signifie? Puis peut-être de la resituer un petit peu dans l'écosystème politique actuel. Antoine Colonna, allez, Philippe Guibert, vous commencez. Plusieurs choses. D'abord, cette commission d'enquête. Le financement des candidats à une présidentielle, il est extrêmement encadré en France, hein. Et donc, alors moi, je n'étais pas sûr si c'était présidentiel ou municipal, en fait. J'imagine que ça conjugue un petit peu les deux. Les municipales, les moyens sont moins importants. Et on a un système qui a des défauts, qui est beaucoup fondé sur du remboursement public en France, mais au moins les choses sont très encadrées, les dons des entreprises sont très encadrés, et donc on peut y arriver. On a vu Éric Zemmour, sans aucun parti politique, arriver à monter une présidentielle avec des grands financeurs. Mais donc, je ne crois pas que sur ce sujet, il y a un enjeu majeur pour la démocratie française sur le financement de campagne présidentielle ou municipale. Donc, la commission d'enquête, je ne sais pas par qui elle est dirigée, mais par qui elle est menée. Elle a été créée en novembre, en tout cas. Elle se penche, entre autres, sur les problèmes d'inscription des citoyens sur les listes électorales et d'éventuelles défaillances des instituts de sondage pendant les campagnes. Donc, c'est pas tout à fait lié au financement. Ah oui, donc ça, c'est autre chose que... Mais alors, Monsieur Stérin, qu'a-t-il à faire là-dedans? Parce qu'il est ni... il n'est pas candidat. Il n'est pas candidat, et c'est pas lui qui est responsable de l'inscription des candidats sur les listes des citoyens sur les listes électorales, et il n'est pas propriétaire d'instituts de sondage, à ma connaissance. Pour le reste, je trouve que Monsieur Stérin fait une erreur de communication. Je trouve qu'il aurait mieux fait de jouer précisément parce que je pense que sur les sujets que vous évoquez, il n'a pas grand-chose à redouter et à se reprocher. Je pense qu'il aurait mieux fait de jouer la transparence et de jouer, comme l'avait fait Monsieur Bolloré au moment où il y avait une commission d'enquête sur les médias, et en particulier avec beaucoup de critiques sur CNews ou sur, plus généralement, le groupe Bolloré. Je trouve qu'on a toujours intérêt... Sur C8, en tout cas. Sur C8, vous avez tout à fait raison. Je trouve qu'on a toujours intérêt à jouer la transparence et à invoquer des motifs de sécurité pour se rendre à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si c'est la meilleure explication. Donc je trouve à la fois que je ne vois pas trop pourquoi il est convoqué, et qu'en même temps, je ne vois pas trop pourquoi il a refusé de s'y rendre, alors qu'il avait intérêt, en termes de com, à mon avis, à y aller. Alors, sur la question de la sécurité, se rendre à l'Assemblée nationale me semble pas très dangereux. Moi non plus. Être à l'intérieur... Vu certains groupes parlementaires de la France insoumise, et on a vu des choses, des images assez hallucinantes il y a 15 jours ou un mois, où vous avez des attachés parlementaires de la France insoumise
et des Vous avez députés raison. qui ont pris à partie une consoeur, une journaliste, qui l'ont pas violentée ni molestée, mais pas loin. Et on peut imaginer que sans caméra, elle aurait peut-être passé un moment moins agréable. Donc je sais pas s'il fait référence à ça. Sans doute pas. Je pense qu'il viendra pas tout seul. Et puis bon, ça se passe relativement bien. Effectivement, il faudrait voir qui est dans cette commission parlementaire, par qui elle a été mise en place. Je ne doute pas qu'il soit convoqué pour être critiqué. Hein. Mais c'est ça, il n'a peut-être pas envie. Mais je trouve qu'on a toujours intérêt à faire face à ces contradicteurs et que quelques exemples précédents montrent que les accusateurs ne sont pas toujours à leur avantage dans ce genre de système. Alors là, il peut y avoir une dimension financière, c'est que Périclès donc annonce dans des documents qu'il veut préparer les candidats à des élections, qu'il veut les soutenir financièrement, matériellement, et donc là, ça prend une tournure. Oui, pour les préparer au municipal, c'est peut-être ça qui intéresse les entraîner à parler en meeting devant les médias. Mais ça existe depuis qu'il y a des élections, cela dit. Oui, et puis je vois pas, enfin, il y a le droit, c'est parfaitement autorisé à partir du moment où les comptes sont transparents. Bien sûr, il n'y a aucun problème. Sur l'idée de faire se lever une élite avec toutes les forces de droite, vous pensez que c'est un rêve, c'est un mirage? C'est une hypothèse dans la perspective de 2027? Non, c'est tout à fait possible. Et puis pourquoi pas? Je veux dire, chaque camp a le droit de s'entraîner, de réfléchir. Et puis c'est toujours mieux d'ailleurs de réfléchir que de ne pas réfléchir et d'aller. Ça peut aider en général. Voilà, n'est-ce pas? Donc je sais pas, c'est pas une lubie. Et en plus, si vous avez des personnalités comme Sterrin qui ont apparemment effectivement des moyens, pourquoi pas? Non, je suis d'accord avec vous, je vois pas tellement le problème. À partir du moment, encore une fois, où les choses sont transparentes en matière de financement, la gauche, la droite, l'extrême droite, l'extrême gauche, le centre et l'extrême centre ont parfaitement le droit de se préparer, de réfléchir. Enfin, c'est aussi vieux que la démocratie, tout ça. Enfin, en tout cas, que la démocratie moderne. Donc, qu'il y ait des grands financeurs, ça a toujours existé. Et la seule exigence qu'on doit avoir est celle du respect de la loi et de la transparence. Pour le reste, est-ce que l'union des droites est une possibilité pour 2027? C'est ça la vraie question. C'est ça. Surtout si c'est Édouard Philippe qui est au second tour, par exemple, on peut imaginer. Par exemple, et puis est-ce que la condamnation de Marine Le Pen rebat les cartes dans ce domaine? Parce que l'obstacle à l'union des droites a aussi beaucoup été Marine Le Pen. Pas simplement les Républicains. Ça n'est pas complètement sorti d'affiche. Hein. Ah non, elle n'est pas sortie de l'affiche. Non. Mais on sent bien, alors peut-être du côté de Monsieur Sterrin et d'autres, que... il y a l'idée de préparer l'après Marine Le Pen. Ouais, et que de pousser Bardella et de pousser Retailleau pourrait conduire à cette union des droites qui est la grande espérance de cette partie de l'opinion publique. À mon avis, c'est ça qui se joue derrière tout ça. Et que Marine Le Pen... peut passer une année difficile parce que elle apparaissait comme favorite, même si être favori il y a 2 ans d'une présidentielle. Les expériences précédentes montrent qu'il faut être très prudent, mais que l'union des droites pourrait se formaliser sans elle. Merci Philippe Guibert et merci Antoine Colonna pour ces éléments de compréhension de l'actualité dans le débat du jour. Je rappelle, Antoine Colonna, que vous êtes rédacteur en chef du Spectacle du Monde. Philippe Guibert, essayiste et ancien responsable, directeur du service d'information du gouvernement.